Vous écoutez Alexandre Dubé. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. C'est Émilise Lessard-Terrien qui va succéder à Manon Massé comme co-porte-parole féminine de Québec solidaire. C'était une fin de semaine quand même importante là, pour le parti. Ils étaient des centaines de militants et délégués à être réunis du côté de Gatineau en Outaouais. Dr Amir Kadir est bien sûr médecin, microbiologiste, infectiologue, mais aussi ex-député de Mercier, ancien co-porte-parole aussi pour Québec solidaire. On s'est dit c'est une belle occasion de l'inviter à l'épisode et discuter avec lui. Bonjour Dr Kadir, merci d'être là. Bonjour. Mes salutations aux auditeurs. Oui, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée d'Émilise Lessard-Terrien comme co-porte-parole? Est-ce que vous croyez que c'est la bonne personne? Écoutez, je disais à la blague aux trois que je les aurais pris toutes parce que c'était formidable. Chacun avec des forces et des caractéristiques qui faisaient que ça offrait une complémentarité différente à Gabriel. Mais c'est sûr qu'avec Émilise, il y a cette question de la présence en force des idées, des préoccupations qui viennent de la ruralité du Québec, de régions qu'on dit éloignées, qui devraient en fait être au centre des préoccupations des politiciens à juste titre, parce que il y a des phénomènes de société qui nous échappent lorsqu'on vit dans le centre-ville de Montréal ou de Québec. Et c'est sûr que nous, des politiciens, souvent, quand on est au pouvoir ou à l'Assemblée, on est centré sur des problèmes dans notre bulle. Et donc, la présence d'une voix forte qui parle des préoccupations des gens qui vivent en région éloignée, que ce soit les problèmes des services, de l'accessibilité, que ce soit des problèmes d'environnement, parce que les minières, par exemple, sont fortement présentes dans la région d'où vient Émilise. Donc, moi, je pense que c'est super. En plus, elle est jeune, elle est dynamique. Puis, elle a mené une bataille remarquable contre la pollution par la fonderie Horn, qui lui a valu l'espèce de chasse à laquelle se sont menées les élites locales pour la déloger. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Émilise. Oui, parce qu'on l'a senti, sa défaite lui a fait très, très mal dans Rouyn-Noranda, Témiscamingue. Pourtant, elle avait été là, au front. Là. Moi, j'ai fait plusieurs entrevues avec elle sur cet enjeu-là qui me préoccupe. Je ne m'en cache pas, Dr Kadir. Moi, je suis originaire de Rouyn-Noranda, donc c'est un enjeu que je connais bien, là, celui de la fonderie Horn et la pollution. On l'a senti très ému aussi. Hein? Elle disait, l'important, c'est pas de tomber, mais c'est de se relever. J'ai trouvé ça quand même assez vibrant, moi. Ben oui, parce que quand on est défait dans une élection, puis que la population qui nous avait d'abord appuyé nous enlève son appui, en tout cas en partie, il faut le comprendre, elle a été défaite, ça fait mal. Puis elle avait eu des doutes sur son rôle politique, ce qu'elle devait faire. Et heureusement, elle a été bien entourée. Nombre d'entre nous lui avons demandé de persister, de rester, d'animer le débat. Puis je pense que c'est ce qu'elle doit faire. En plus, il y a une autre dimension, et je ne veux pas le cacher. À l'intérieur du Québec solidaire, on est en plein, je dirais, re-questionnement. Le livre publié par Catherine Dorion, la députée de Tachereau, qui a laissé son poste en 2022, a fait réfléchir beaucoup de monde. Tout le monde n'est pas d'accord avec toutes les dimensions soulevées dans le livre, mais il y a une chose qui sort avec force, c'est qu'il faut plus de décentralisation dans les décisions. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, qui vient remettre en question la manière dont les choses se déroulaient, dans la pratique plus courante de Gabriel, de l'équipe parlementaire, et aussi du parti. Et dans ce questionnement, cette décentralisation, quelqu'un qui est en dehors de l'Assemblée nationale, comme Émilise, quelqu'un qui vient des régions éloignées, où souvent il y a des questions qui touchent aussi de Québec solidaire. Par exemple, hier, on se demandait comment on pouvait mieux organiser nos assemblées pour que tous les gens, même ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur des grandes distances pour venir dans des assemblées, des congrès, puissent participer au débat et aux décisions. Voilà le genre de questions d'accessibilité qui peut être pertinent à la fois dans les partis et aussi à l'ensemble de la société. Puis Émilise va mener ces combats-là. Donc, une co-porte-parole extra-parlementaire peut quand même, selon vous, réussir à tirer son épingle du jeu puis faire une différence, même si elle n'est pas élue comme telle à l'Assemblée nationale. J'espère. Je me rappelle que lorsque Françoise n'était pas encore élue,
en 2008 et 2012, où j'étais le seul député de Québec solidaire, on a eu cette difficulté. La difficulté ne relève pas juste de nous, ça vient aussi des journalistes, qui malheureusement, parfois, surtout à l'Assemblée nationale, prennent une tangente où tous leurs yeux sont rivés uniquement sur le pouvoir, uniquement sur les manières traditionnelles de faire. On a, je pense, progressé, j'espère. Les journalistes connaissent mieux les dynamiques de Québec solidaire et comprennent l'importance de l'autre porte-parole extra-parlementaire, donc lui donner la voix lorsqu'il s'y présente. Mais je vous rappelle, un des questionnements dans notre parti, c'est que quelle est l'importance qu'on donne au travail parlementaire par rapport à la mobilisation, à la présence dans les luttes sociales, que ce soit en environnement, que ce soit dans la justice sociale. Et là, Émilie a une tâche importante, c'est de faire en sorte qu'on équilibre mieux, nos énergies, qu'on ne consacre pas tout au travail parlementaire, parce que je vous rappelle, Québec solidaire ne va pas au Parlement, ça je le dis en toute franchise. Pour nous, le capitalisme est un gros problème. Le capitalisme est à la source de guerre, de pollution, d'inégalités sociales absolument intolérables. Et donc, si on veut changer ce système, on ne peut pas aller jusqu'au Parlement réparer les petits pots cassés. C'est des remises en question qui demandent des mobilisations dans la société pour qu'on se permette de dépasser l'espèce de catéchisme, l'espèce d'obsession de la croissance, puis de la production, puis d'accumuler des richesses qui se ramassent toujours dans les mains de ceux en haut. Pour ça, c'est une tâche qui ne peut pas se faire juste au Parlement. Et il faut qu'on consacre une partie de nos énergies à ça. Mais Dr Kadir, la réalité, c'est que le parti, depuis les élections, plafonne dans les intentions de vote. Gabriel Nadeau-Dubois a été très, très, très critiqué aussi. On l'a senti ébranlé. Puis il a été très transparent. J'ai quand même aimé, moi, la façon dont il s'est adressé aux militants, aux délégués, avec beaucoup de franchise, en disant, écoutez, j'ai été ébranlé par ce qui s'est passé. J'ai même songé à ne pas revenir. Il ressort quand même avec au-delà de 90 % des appuis. Le sentez-vous bien en selle, Dr Kadir, à la suite de ce congrès-là? Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est un vote de confiance qui a été donné en fonction justement même de cette capacité d'être à l'écoute et de remettre en question peut-être l'approche. Mais je l'ai dit dès le début de ces débats à Gabriel, ce genre de tension, on l'a eu à Québec solidaire depuis avant Gabriel, là, même à l'époque où j'étais en poste comme porte-parole avec Françoise, on avait ces tensions-là dans notre parti. Quelle est l'importance qu'on donne aux décisions qui viennent des membres? Comment on s'assure pour qu'on est assez souple pour agir rapidement sur la scène politique où parfois il faut prendre des décisions à 2, à 3, à 4 en petits cercles qui sont à la tête du parti, avec l'exigence démocratique qu'il y a des grandes orientations où il faut impliquer l'ensemble des membres. Et ça, c'est pas toujours facile, c'est toujours un problème. Ou l'autre affaire, ce que je viens de dire, c'est-à-dire, est-ce qu'on consacre toutes nos énergies aux travaux parlementaires ou non, on fait ce qu'on devait faire dès le début, c'est-à-dire d'être le parti non seulement des urnes, donc des élections comme une machine électorale, mais aussi de la rue, comme faisant partie d'un mouvement de changement de société. Ça, là, Gabriel n'a pas à prendre tout le poids de cette tension-là sur lui-même. Les critiques qui sont faites, qui sont dirigées vers lui parce qu'il est là au moment où on parle de ça de manière plus ouverte, ne s'adresse pas à lui comme personne, s'adresse à lui comme porte-parole, comme représentant une tendance qui est remise en question, puis le débat doit se faire de manière ouverte. Et puis Gabriel peut avoir un rôle très important parce que c'est un leader naturel qui a déjà œuvré justement dans la rue, qui a déjà montré comment on peut bâtir des rapports de force qui permettent d'obtenir des gains pour la société. Et donc, dans ce sens-là, il a toute sa place à Québec solidaire. Mais là, qui on envoie au débat des chefs? Est-ce que c'est Gabriel ou c'est Émilie? Bon, alors, c'est à la gang ensemble de décider. Moi, je suis simple militant et membre, puis je donnerai mon avis en temps opportun. Bon. Docteur Kadir, il y a toute la question de la parité aussi qui est importante. Et là, il y a une proposition qui a été adoptée. On va aller de l'avant avec ça. S'il y a, par exemple, élection partielle d'ici la prochaine élection générale, seules les femmes et les personnes non binaires vont pouvoir se présenter pour Québec solidaire. Vous pensez quoi de ça? Est-ce que c'est la réelle voie à adopter pour une plus grande parité? C'est pas facile d'obtenir la parité. Tous les partis en élection rencontrent ces difficultés parce que on fait le choix de présenter un certain nombre de personnes et on peut bien en présenter en nombre égal, femmes et hommes ou non binaires. À la fin, le choix des électeurs va déterminer qu'est-ce qui va arriver. Puis
c'est ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire que dans mon temps, on se ramasse avec 8 hommes et 4 femmes, ce qui ne reflète pas notre volonté. Mais moi, j'ai déjà abordé ces difficultés-là à de nombreuses reprises à l'intérieur du parti. Probablement que ça va nous faire revenir à des idées qui avaient été émises il y a une vingtaine d'années à nos débuts, de manière, je dirais, assez innovante, mais qu'on avait rejetée parce que là, on avait trop d'innovation en même temps, peut-être. Je vais vous l'offre en primeur. Les gens du comté de Charlevoix, de Québec solidaire, à sa fondation, proposaient qu'au lieu d'avoir 125 députés et un député par circonscription, on en ait le double, un homme, une femme dans toutes les circonscriptions, à mi-temps, chacun occupant le poste à mi-temps, avec un coût à peu près égal, sans augmenter le budget, avec des bureaux, le même bureau, et les gens se relayent. Donc, de cette manière-là, on assure d'abord que les gens ne sont pas déconnectés de leur réalité, ils ne viennent pas à l'Assemblée nationale faire une carrière de professionnels politiques, gardent leur attache d'emploi dans leur milieu, que ce soit dans le milieu, communautaire, à la tête d'une entreprise ou comme moi, médecin, etc. Donc, gardent un lien avec la population dans le milieu de travail, viennent à mi-temps accomplir leurs tâches comme députés, un peu comme les échevins. Dans les municipalités, là, les gens qui sont des conseillers municipaux ont leur emploi, sont dans leur profession, sont dans leur milieu, puis viennent accomplir des tâches politiques, donc le mandat public. Ça garantirait automatiquement la parité, ça renouvellerait la dynamique de faire de la politique également en étant plus connecté à la société. Mais il pourrait y avoir des conflits d'intérêts. Pas vraiment. Pourquoi? C'est le genre de questionnement qu'on nous disait, si vous choisissez deux porte-paroles, ça ne va jamais marcher. À la tête d'un parti, il faut qu'il y ait un chef. Pourquoi? Ça, c'est juste parce qu'on est pogné dans des traditions. La tradition parlementaire que vous voyez actuellement, mon cher, là, à l'Assemblée nationale, ça date d'il y a 300 ans, même un peu plus. Ça date des concessions, de la manière de concevoir les choses lors de la Révolution en Angleterre où on a institué le parlementarisme. Et là, on a dit un député par circonscription. C'est pas une religion, c'est pas un catéchisme. Si on dit en société qu'on veut démocratiser, qu'on veut pas faire de ça quelque chose de professionnel, les politiciens doivent être plus proches des gens, etc., pour réfléchir à des moyens d'innover. Très bien. Merci beaucoup, Dr. Kadir, pour la discussion. À la prochaine. Merci, mon cher.